Lorsque je suis entrée dans cette cellule froide et sombre, les 3 prisonniers avaient déjà sorti leurs matraques et m'ont rapidement ordonné de m'asseoir. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire d'infidélité. Dans ce récit authentique que j'ai écrit à la main, je vais vous raconter comment j'ai sauvé la vie de mon mari pendant qu'il était emprisonné dans une prison à Lyon. Je m'appelle Amélie, j'ai 25 ans et je vis à Lyon, en France. Je suis mariée depuis 2 ans avec Jérôme, qui a 30 ans. Mon mari travaille comme livreur pour une application de livraison, tandis que moi, je suis téléopératrice dans un centre commercial local. Notre histoire a commencé lors d'une fête de quartier. Dès que nous nous sommes rencontrés, c'était comme si une étincelle s'était allumée entre nous. Ce fameux coup de foudre dont on parle, c'est exactement ce que c'était. Au début de notre relation, nous avons dû faire face à un défi qui a presque tout ruiné. Jérôme s'est retrouvé au poste de police à cause d'une bagarre avec un client. Le client insistait pour qu'il monte la livraison jusqu'à sa porte, mais Jérôme, suivant les règles de l'entreprise, a refusé. La situation a rapidement dégénéré et ils se sont battus. Les 2 ont été emmenés au poste de police, mais au final, c'est mon mari qui a pris le blâme. Cela a été une période difficile pour nous. Nous avons dû payer une somme considérable pour engager un avocat et garantir qu'il ne finirait pas en prison. Malgré ces difficultés, nous avons tout affronté ensemble et notre relation en est sortie plus forte. Mais après cet incident, j'ai eu une conversation sérieuse avec lui sur la nécessité d'être plus calme et de ne pas perdre son sang-froid. Jérôme a un caractère bien trempé et se voit toujours comme le plus fort. Cependant, à mon grand désespoir, en 2024, il s'est retrouvé dans une autre bagarre, mais cette fois-ci, c'était beaucoup plus grave. Nous étions à une fête célèbre à Lyon où plusieurs chanteurs de variété française se produisent pendant 2 nuits. C'est un événement qui arrête pratiquement toute la ville. Tout le monde y va pour s'amuser. Pendant la fête, nous étions en train de boire tranquillement avec des amis quand l'un d'eux a bousculé un autre homme, déclenchant une dispute. Les choses ont rapidement dégénéré et ils se sont menacés mutuellement. Voyant son ami en difficulté, Jérôme est intervenu. Vous savez comment sont les hommes. Quand l'un est en difficulté, tous se mobilisent pour le défendre. Mon mari a essayé de calmer la situation, demandant à l'homme de partir. Mais au lieu de calmer les choses, elles ont empiré. Un des amis de l'homme a jeté un verre dans notre direction et le liquide m'a trempé. Jérôme n'a pas pu se retenir en voyant cela et s'est jeté sur eux. La bagarre a été brutale et le pire, c'est qu'un des hommes impliqués était le fils gâté d'un homme riche et influent de la ville. Notre sort était scellé à ce moment-là. Après cet incident à la fête, tout a commencé à s'effondrer pour nous. Nous essayions de passer à autre chose, mais nous savions que quelque chose de mauvais pouvait arriver à tout moment. L'ambiance à la maison était tendue et mon mari était constamment préoccupé, même s'il essayait de le cacher. Quelques jours plus tard, alors que tout semblait se calmer, nous avons été surpris par un coup à la porte. C'était la police. Mon cœur s'est emballé et pendant un instant, j'espérais que c'était une erreur. Mais ce n'était pas le cas. Ils étaient là pour arrêter Jérôme. Avant de continuer avec cette histoire réelle de trahison, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. La police est entrée d'un pas ferme, expliquant qu'ils étaient là pour exécuter un mandat d'arrêt. L'accusation était grave, agression aggravée. D'autant plus que mon mari avait des antécédents pour des bagarres précédentes et que le père du jeune homme blessé par Jérôme était un homme puissant en ville. Cela compliquait tout. Il n'y avait pas d'issue. J'ai regardé avec panique tandis qu'il menottait Jérôme. Il n'a pas résisté, mais la frustration et la colère étaient inscrites sur son visage. Il s'est tourné vers moi et m'a dit « Ne t'inquiète pas, je vais m'en sortir ». Mais je savais que cette fois-ci, ce ne serait pas si simple. Le processus judiciaire a commencé rapidement après ce jour-là et il est vite devenu évident que nous étions dans de gros ennuis. Avec les antécédents de Jérôme et l'influence du père du garçon, les chances de libération sous caution étaient pratiquement nulles. L'avocat que nous avons engagé a fait de son mieux, mais les preuves et les témoignages des témoins contre lui étaient trop accablants. Au final, le juge a condamné Jérôme à 2 ans de prison pour agression, sans possibilité de libération sous caution en raison de son passé violent. La sentence était sévère et la réalité a commencé à s'imposer.
Mon mari allait en prison et cette fois-ci, il n'y avait pas d'échappatoire. J'ai regardé alors qu'il l'emmenait hors du tribunal. C'était dévastateur. Je voulais crier, courir après lui, faire quelque chose, n'importe quoi. Mais j'étais paralysée. Après avoir pleuré dans la salle d'audience, j'ai signé les papiers et parlé, avec l'avocat au sujet d'un appel, pour tenter de réduire la peine. Je suis partie, le cœur brisé, incapable de croire à ce qui se passait. Quand je suis rentrée chez moi, je me suis effondrée sur le sol du salon, pleurant plus fort que jamais. La sensation de vide et de désespoir était écrasante. Les premières semaines ont été les plus difficiles. Je me sentais perdue, comme si une partie de moi m'avait été arrachée de force. La maison était trop calme et chaque recoin me rappelait Jérôme. J'ai essayé de continuer ma routine, mais la tristesse me paralysait. Je pouvais à peine parler à mon mari pendant cette période. Je recevais seulement des nouvelles occasionnelles de l'avocat concernant le processus d'appel. Après près de 40 jours d'angoisse, j'ai enfin obtenu l'autorisation de voir mon mari en personne lors de la tant attendue visite conjugale. J'ai reçu un protocole détaillé expliquant que les visites auraient en lieu tous les 15 jours, sous réserve d'annulation ou de modification s'il commettait des infractions à l'intérieur de la prison. Lorsque j'ai ouvert l'email avec les instructions, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de nervosité. C'était une étape importante pour maintenir notre lien, mais le contexte était difficile à accepter. L'idée de voir Jérôme dans cette situation, derrière les barreaux, me rendait anxieuse. Mais je savais que je devais être forte. Les semaines d'attente avaient été insupportables et j'étais désespérée de le serrer dans mes bras, de plonger mon regard dans le sien et d'essayer de trouver un peu de réconfort au milieu du chaos qui avait envahi nos vies. Le jour de la visite, je me suis préparée avec soin. Je voulais que Jérôme se sente aussi à l'aise que possible. J'ai fait mes ongles dans la couleur qu'il complimentait toujours et j'ai même pris un peu de bronzage pour faire ressortir les marques de bikini qu'il aimait tant. J'ai choisi un ensemble de lingerie spéciale et veillé à ce que mes cheveux et mon maquillage soient parfaits. Je voulais qu'il sente que j'étais toujours là pour lui, entièrement, même dans ces circonstances difficiles. Quand tout fut prêt, j'ai appelé un Uber et me suis dirigée vers la prison où Jérôme était détenu. En route, j'ai essayé de rester calme, mais l'anxiété était omniprésente. Lorsque je suis arrivée, j'ai vu plusieurs femmes qui attendaient dehors, certaines mères, d'autres épouses, toutes avec la même mission, rendre visite à leurs proches derrière les barreaux. La solidarité silencieuse entre nous était palpable, mais chacune d'entre nous était perdue dans ses propres pensées et inquiétudes. Après un moment, un garde est sorti et nous a demandé de former une ligne. Il a brièvement expliqué la procédure, puis, peu de temps après, les portes se sont enfin ouvertes. Mon cœur battait à tout rompre. Je savais que malgré tout, c'était un moment important pour nous deux. Quand mon tour est venu, j'ai été conduite dans une pièce où j'ai dû remplir un long formulaire d'enregistrement. Ils m'ont demandé toutes mes informations, même mon groupe sanguin. Une fois le formulaire complété, on m'a appelée dans une pièce privée où une femme m'a soigneusement expliqué les règles et les procédures à suivre. Elle a vérifié ce que j'avais apporté pour Jérôme, notant chaque article, puis m'a fouillé également. Après que tout ait été vérifié, elle m'a conduite vers une grande cour entourée de hautes grilles en fer. Au centre, plusieurs prisonniers discutaient avec leurs proches. Le garde m'a menée jusqu'à Jérôme. Dès que je l'ai aperçu, je n'ai pas pu retenir mes larmes de joie et de soulagement. Il s'est levé dès qu'il m'a vue, mais ce qui m'a le plus frappé, c'était le regard dans ses yeux, un mélange d'insécurité et d'inquiétude que je n'avais jamais vu chez l'homme fort que j'avais toujours connu. En m'approchant, j'ai remarqué que son visage était marqué par des ecchymoses et que ses yeux étaient un peu enflés. Mon cœur s'est serré en le voyant dans cet état. Sans cacher mon inquiétude, je lui ai immédiatement demandé « Qu'est-ce qui s'est passé, mon amour? Pourquoi as-tu ces marques? Je n'arrive pas à croire que tu te bats encore ici. » Jérôme a baissé la tête un moment avant de me regarder dans les yeux. « Cet endroit est un enfer, Amélie, » a-t-il commencé, sa voix emplie d'amertume. Les détenus les plus anciens extorquent les nouveaux, les forçant à donner des cigarettes, de la nourriture, tout ce qu'ils peuvent avoir. Et ceux qui n'ont rien à offrir, eh bien, ils se font tabasser. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing.
Voir Jérôme dans cet état et entendre ce qu'il subissait était dévastateur. L'homme qui avait toujours essayé de me protéger se trouvait maintenant dans une situation où il avait lui-même besoin de protection. La réalité brutale de la prison était gravée dans chacune de ses blessures, et tout ce que je voulais, c'était le sortir de là. Je lui ai demandé de me faire une liste des objets que les autres détenus lui réclamaient, promettant de tout faire pour l'aider à éviter les ennuis. Je savais que ce n'était pas la solution idéale, mais tout ce qui pouvait alléger ses souffrances était un soulagement pour moi. Après qu'il ait exprimé tout ce qu'il avait sur le cœur, j'ai essayé d'alléger l'atmosphère en lui rappelant des moments plus heureux. Avec un sourire malicieux, je lui ai murmuré que je portais sa lingerie préférée, celle qu'il adorait toujours voir sur moi. « Je veux te la montrer dans un endroit plus privé », ai-je chuchoté, espérant que cela lui apporterait un peu de réconfort et de distraction. Sans hésitation, Jérôme a pris ma main et m'a conduite de l'autre côté de la cour, où certaines cellules étaient recouvertes de draps, créant des espaces réservés pour les moments intimes. L'endroit restait oppressant, mais pour un instant, c'était comme si nous étions seuls, essayant de retrouver un peu de ce que nous avions perdu. En entrant dans la cellule, j'ai été accueillie par un environnement sombre et froid. Il y avait un lit superposé contre le mur, une lumière faible éclairant à peine l'espace, et une petite fenêtre avec des barreaux laissant juste passer un mince rayon de lumière naturelle. C'était la plus proche forme d'intimité que nous pouvions avoir ici. Je ne pouvais pas me laisser abattre. Je devais rester forte et montrer à Jérôme que j'étais à ses côtés, prête à prendre soin de lui, même dans cet endroit horrible. Sans hésiter, je l'ai pris dans mes bras, déterminée à rendre ce moment aussi précieux que possible malgré tout. Le temps de la visite touchait rapidement à sa fin, et nous devions profiter de chaque seconde. Dans ce moment intense, toute la tension des dernières semaines s'est transformée en désir et en besoin. Nous avons partagé un moment d'amour, là, dans cette cellule froide et lugubre, comme si le monde autour de nous avait disparu. Malheureusement, notre moment de répit a été interrompu par une sirène qui a retenti dans toute la cour. La voix autoritaire des gardiens annonçait qu'il ne restait que 2 minutes avant la fin de la visite et que tout le monde devait quitter la cour immédiatement. En urgence, nous nous sommes rhabillés en silence, essayant de ne pas montrer notre désespoir face à la séparation imminente. Jérôme a eu juste le temps de me prendre la main et de me dire, d'une voix grave mais reconnaissante, « Merci Amélie, tu es la seule chose qui me garde en vie ici. » Ces mots résonnaient encore en moi tandis que je quittais la prison, le cœur lourd, mais plus déterminé que jamais à le soutenir. Peu importe les sacrifices à venir, je suis rentrée chez moi avec un mélange d'émotions. L'inquiétude pour Jérôme et la tristesse de le laisser derrière moi étaient omniprésentes, mais la lueur d'espoir que nous avions pu partager un moment ensemble me donnait un peu de force. La vie allait continuer à être difficile, mais je savais que je devais rester forte pour nous deux. Les jours qui ont suivi cette visite ont été particulièrement difficiles. Chaque instant passé loin de Jérôme me semblait une éternité. Je ne cessais de me demander s'il allait bien, s'il arrivait à éviter les ennuis dans cette prison infernale. Mais je devais tenir bon. Je continuais de travailler, essayant de garder une certaine normalité dans ma vie, même si le vide laissé par l'absence de mon mari pesait sur moi à chaque instant. 15 jours plus tard, le jour de la prochaine visite conjugale est finalement arrivé. Cette fois-ci, je me sentais un peu plus préparée, bien que l'anxiété était toujours présente. Je m'étais assurée de préparer tout ce que Jérôme m'avait demandé. Des cigarettes, de la nourriture et d'autres petits articles qu'il pourrait utiliser pour se protéger ou du moins pour éviter les violences. J'espérais de tout cœur que cela suffirait à le maintenir à l'écart des problèmes. Lorsque je suis arrivée à la prison, la procédure d'inspection s'est déroulée plus rapidement que lors de ma première visite. Je connaissais maintenant les étapes et les gardiens aussi me reconnaissaient. Une fois le contrôle terminé, je suis entrée dans la cour. Là, Jérôme m'attendait déjà et le voir sans nouvelles ecchymoses m'a apporté un immense soulagement. Un sourire timide s'est dessiné sur son visage et je me suis précipitée pour l'enlacer. C'était un moment de réconfort, même si l'ombre de la prison planait toujours sur nous. Nous avons passé quelques minutes à discuter, à tenter de retrouver un semblant de normalité. Mais alors que nous parlions,
J'ai remarqué un changement soudain dans l'expression de Jérôme. 3 prisonniers passaient à proximité et Jérôme a baissé la tête, devenant soudainement silencieux. J'ai suivi son regard et croisé celui de l'un des hommes. Son regard dédaigneux m'a glacé. Sans détourner les yeux, il m'a lancé avec un sourire sarcastique. « Qu'est-ce que tu regardes, ma jolie? Tu veux goûter au marteau de papa ?» Ces paroles m'ont choquée, et pendant un instant, je suis restée sans voix. J'ai rapidement baissé les yeux vers Jérôme, qui gardait la tête baissée, incapable de réagir. L'air était lourd de tension et mon cœur battait à tout rompre. L'homme a craché par terre et, voyant que ni Jérôme ni moi ne réagissions, il est parti avec ses 2 acolytes, laissant derrière lui une vague de peur et d'impuissance. Jérôme a lentement relevé la tête et l'inquiétude mêlée de tristesse dans ses yeux était évidente. Ils dirigent tout ici. Ce sont des membres d'un gang bien connu et ils contrôlent l'endroit, murmura-t-il, sa voix tremblante de peur. Mon cœur s'est serré en entendant cela. La douleur et l'humiliation que Jérôme endurait étaient insupportables. Malgré mes tentatives pour rendre la visite aussi agréable que possible, la réalité brutale de la vie en prison était omniprésente. Déterminée, je me suis levée sans hésiter et, contre toute attente, je me suis dirigée vers la table où étaient assis les prisonniers. Jérôme a tenté de me retenir par le bras, mais je lui ai fait signe de me laisser faire. J'ai continué à avancer d'un pas ferme, mon cœur battant à tout rompre, mais résolu à ne pas céder à la peur. En arrivant près de la table, j'ai pris une profonde inspiration avant de parler avec toute la détermination que je pouvais rassembler. « Écoutez-moi bien, je veux parler et faire un accord. Cet homme est mon mari, et je ne veux plus que vous le blessiez ni que vous le forciez à faire quoi que ce soit. Dites-moi votre prix, et lors de ma prochaine visite, je vous apporterai personnellement ce que vous demandez. » Les hommes ont échangé des regards surpris, visiblement déconcertés par mon audace. Le chef du groupe, celui qui m'avait menacé, a levé un sourcil et a éclaté de rire, amusé par mon courage. « Tu veux négocier, hein? Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne ici, ma belle. Mais puisque tu es prête à payer, on peut en discuter, » dit-il en riant, ses compagnons se joignant à lui. Ils ont commencé à murmurer entre eux pendant quelques minutes, me laissant là, debout, les bras croisés, essayant de ne pas laisser transparaître ma nervosité. Finalement, après avoir discuté, l'un des hommes s'est tourné vers moi et a pris la parole. « Voilà comment on va faire. La prochaine fois, tu viens toute belle, bien apprêtée. Tu seras notre paiement. Si tu refuses, sois sûr que ton mari souffrira encore plus qu'il ne l'a déjà fait. » Ces mots m'ont pétrifiée, mais je savais que je n'avais pas d'autre choix. J'avais peut-être empiré la situation pour Jérôme et je craignais profondément ce qui pourrait lui arriver si je ne respectais pas l'accord. Gardant mon sang-froid, j'ai répondu d'une voix ferme. « Si c'est ce que vous voulez, je le ferai. Mais ne touchez plus jamais à mon mari. » L'un des hommes a juré contre moi, me traitant de sale gueule, mais le chef a levé la main pour le calmer. « Ne manque pas de respect à la dame. C'est une invitée d'honneur maintenant, » a-t-il dit, un sourire en coin. Un sentiment de soulagement m'a brièvement traversé, mais l'inquiétude persistait. Avant de partir, je leur ai confirmé que j'apporterais ce qu'ils voulaient lors de ma prochaine visite, et j'ai fait demi-tour vers Jérôme. Son visage était empreint de détresse lorsqu'il m'a vu revenir. Lorsque je me suis assise, il a éclaté, furieux. « Mais tu es folle? Qu'est-ce que tu as fait? Tu es allée leur parler et maintenant tu as empiré ma situation ici. Je vais finir par me faire tuer. » Essayant de garder mon calme et de cacher mes propres peurs, j'ai répondu d'une voix ferme. « Arrête d'être lâche et comporte-toi en homme. J'ai fait en sorte qu'ils ne te harcèlent plus. Maintenant, il ne reste plus qu'à respecter l'accord et faire ce qu'ils ont demandé. Je fais tout ce que je peux pour te protéger. » Jérôme semblait quelque peu soulagé, mais l'inquiétude restait inscrite sur son visage. Il savait que la situation était loin d'être résolue, mais le fait que je m'efforçais de l'aider lui apportait, malgré tout, un maigre réconfort. Quand il m'a demandé ce que j'avais promis en échange de sa paix, je savais que je devais être honnête, même si cela me coûtait. Prenant une profonde inspiration, j'ai expliqué, d'une voix tremblante, ce que l'homme avait exigé. Jérôme est resté silencieux,
absorbant chaque mot, et quand j'ai fini, il a gardé le silence un long moment. Puis, enfin, il a parlé. Je voulais te demander de le faire, mais je n'ai pas eu le courage. Un des gars que j'ai rencontrés ici m'a dit que ces types acceptaient des paiements pour la protection en échange de leurs femmes. Mon cœur s'est brisé en entendant cela. Je savais que la vie en prison était difficile, mais entendre Jérôme admettre qu'il avait pensé à me demander de faire une telle chose m'a anéanti. Il était en train de se perdre dans la dure réalité de cet endroit et l'idée de me sacrifier pour assurer sa sécurité rongeait ce qui restait de sa dignité. « Je sais que c'est horrible », a-t-il continué, « mais ici c'est différent. Ce n'est pas un choix facile. Je n'ai jamais voulu que tu passes par ça, mais je suis terrifiée. Vraiment terrifiée. » L'entendre dire ces mots a renforcé ma détermination à faire tout ce qu'il fallait pour le protéger. Je savais que, quoi qu'il arrive, je devais rester forte pour nous deux. La sirène a de nouveau retenti, signalant la fin de la visite. Je me suis rapidement levée, retenant mes larmes, et avec un dernier regard vers Jérôme, j'ai murmuré « Sois fort, je reviendrai bientôt. » Jérôme a simplement hoché la tête, le visage encore marqué par l'inquiétude, tandis que je m'éloignais, sentant le poids des décisions que j'allais devoir prendre. En quittant la prison, mon esprit était déjà en ébullition, cherchant des solutions pour gérer la situation lors de la prochaine visite. Je ne savais pas exactement ce que j'allais faire, mais j'étais déterminée à trouver une issue, même si cela signifiait sacrifier plus que je n'aurais jamais imaginé. Lorsque je suis rentrée chez moi, j'étais submergée par les émotions. J'ai envisagé d'appeler l'avocat et de tout lui dire, mais je savais que cela ne ferait probablement qu'empirer les choses pour Jérôme. Sa sécurité dépendait entièrement de moi désormais, et je devais affronter cette situation seule. Les jours ont passé, et la date de la prochaine visite conjugale approchait. L'anxiété et la peur montaient en moi à chaque instant, mais j'étais prête à tout pour Jérôme. Le jour de la prochaine visite est finalement arrivé. L'angoisse m'avait envahie tout au long des jours précédents, mais je savais que je devais me préparer mentalement à affronter cette épreuve. Cette fois-ci, ce n'était plus seulement une question de voir Jérôme, mais aussi de respecter cet accord que j'avais conclu avec ces hommes dangereux. Je me sentais prise au piège, mais il n'y avait pas d'autre solution. Il en allait de la sécurité de Jérôme et je ferais tout pour le protéger. Je me suis donc préparée avec soin comme il l'avait demandé. J'avais choisi une tenue sobre mais élégante et je m'étais maquillée légèrement pour essayer de masquer mon anxiété. Chaque geste semblait mécanique, comme si mon esprit était déconnecté de mon corps. Quand j'ai enfin pris la route pour la prison, mon cœur battait à tout rompre. Le trajet en Uber m'a semblé interminable, chaque minute me rapprochant d'une situation que je n'avais jamais imaginé vivre. À mon arrivée à la prison, la routine des inspections s'est déroulée comme d'habitude, mais cette fois, je sentais une tension différente dans l'air. Je savais ce qui m'attendait et cette pensée me terrifiait. Une fois les formalités terminées, je suis entrée dans la cour. Comme toujours, Jérôme m'attendait, mais aujourd'hui, quelque chose avait changé. Son regard était plus sombre et je pouvais voir qu'il ressentait la même peur que moi. Il savait ce que j'allais devoir faire pour assurer sa sécurité, et cela le rongeait. Je m'approchai de lui et il me prit la main, mais aucun de nous ne prononça un mot. Le silence entre nous était lourd, chargé d'émotions. Finalement, je murmurai « Ça va aller, je te promets. Je fais ça pour toi, pour nous. » Jérôme hocha la tête, mais ses yeux étaient remplis de culpabilité. Sans dire un mot de plus, je me suis éloignée de lui et me suis dirigée vers la table où les 3 hommes étaient déjà assis, me guettant de loin. Dès qu'ils m'ont vu approcher, un sourire narquois s'est dessiné sur le visage du chef du groupe. Il me dévisagea de haut en bas, puis se leva lentement. « Alors, t'as tenu ta promesse? T'as l'air d'être prête, ma jolie. » Mon cœur s'accéléra, mais je tentais de rester aussi calme et impassible que possible. « Je suis là, comme convenu. Maintenant, faites en sorte que Jérôme ne soit plus jamais embêté. » ai-je répondu d'une voix plus ferme que je ne le pensais. L'homme éclata de rire, visiblement amusé par ma bravoure. « On verra bien si t'es à la hauteur de tes promesses. Suis-moi, » dit-il en me faisant un signe pour que je le suive. Nous nous dirigions vers l'un des espaces privés réservés pour les visites conjugales. Tandis que nous marchions, je sentais les regards lourds de Jérôme dans mon dos.
Je savais qu'il se sentait impuissant, et cette pensée me brisait le cœur. Mais je continuais à avancer, m'efforçant de rester forte pour lui. Lorsque nous arrivâmes dans la petite cellule réservée, l'homme referma la porte derrière nous. La pièce était sombre, à peine éclairée par une faible lumière. Une odeur de renfermé flottait dans l'air et l'atmosphère était oppressante. Je respirais profondément, tentant de me préparer mentalement à ce qui allait suivre. Je devais me souvenir de pourquoi j'étais là, pour Jérôme. L'homme me regarda, un sourire mauvais toujours accroché à ses lèvres. Il fit un pas vers moi, sa voix rauque perçant le silence. « T'as du cran, je te le donne, mais ici, c'est pas le courage. Qui y compte, c'est ce que t'es prête à sacrifier. » Je restais silencieuse, déterminée à ne pas montrer la peur qui bouillonnait en moi. Je savais qu'il cherchait à me déstabiliser, mais je ne pouvais pas lui laisser ce pouvoir sur moi. Tandis qu'il s'approchait, tout semblait irréel. Mon esprit s'échappait de la situation, cherchant à se protéger du traumatisme imminent. L'acte en lui-même fut rapide, froid, dépourvu de toute émotion. Ce n'était rien d'autre qu'un échange de pouvoir, une transaction qui me laissait briser à l'intérieur. Quand tout fut terminé, l'homme se rhabilla sans un mot, satisfait de l'humiliation qu'il m'avait infligée. Je me sentais vide, réduite à une ombre de moi-même. Mais malgré tout, je gardais une pensée fixe. C'était pour Jérôme. Il serait en sécurité, du moins pour un temps. Avant de quitter la cellule, je me tournai vers lui et lui lançai d'une voix tremblante. « L'accord est respecté. Maintenant, laissez mon mari. » « Tranquille. » L'homme me regarda un instant, puis acquiesça en souriant. « T'as fait ce qu'il fallait, ma belle. Ton homme aura la paix pour l'instant. Mais n'oublie pas, dans ce monde, rien n'est permanent. » Ces dernières paroles résonnaient dans mon esprit alors que je quittais la pièce, sentant le poids de la honte et de la douleur m'écraser. Tandis que je retournais dans la cour, je croisais à nouveau le regard de Jérôme. Il n'avait pas besoin de me demander ce qui s'était passé. Il savait. L'expression sur son visage disait tout. De la tristesse, de la culpabilité et une part de résignation. Je m'approchais de lui, forçant un sourire, et lui chuchotais. « C'est fini, Jérôme. Ils ne te toucheront plus. » Mais mes paroles sonnaient nacreuses, même pour moi. Les jours qui suivirent cette visite furent difficiles. La culpabilité et le traumatisme me rongeaient, mais je m'efforçais de tenir bon. Pour Jérôme, pour notre avenir, je devais rester forte. Mais chaque jour passé sans lui était un rappel cruel de ce que j'avais sacrifié pour le protéger. Je savais qu'un jour, nous sortirions de cet enfer. Mais à quel prix? Les semaines qui suivirent furent parmi les plus difficiles de ma vie. Je vivais avec le poids de ce que j'avais dû faire pour protéger Jérôme, et bien que je savais que c'était pour son bien, cela n'effaçait en rien la douleur et la honte que je ressentais. Chaque nuit, je me tourmentais avec cette même question. Combien de temps cela durerait-il? Combien de visites devrais-je encore supporter avant que tout cela ne prenne fin? Jérôme, de son côté, semblait s'éloigner de plus en plus à chaque visite. Nous étions ensemble, mais quelque chose s'était brisé entre nous, une distance invisible qui nous séparait, alimentée par la culpabilité et l'impuissance qu'il ressentait. Il savait ce que je faisais pour lui, et je voyais dans ses yeux qu'il se détestait pour cela. Pourtant, ni lui ni moi n'en parlions. Nous faisions comme si tout allait bien, mais cette façade ne tenait qu'à peine. Puis, lors d'une des visites suivantes, quelque chose d'inattendu est arrivé. Alors que je passais par les contrôles habituels à l'entrée de la prison, un garde m'a appelé pour m'informer que l'un des prisonniers voulait me parler avant ma rencontre avec Jérôme. Mon cœur s'emballa. J'étais certaine que c'était encore un nouveau piège, une nouvelle exigence de ces hommes pour maintenir leur contrôle. Mais je ne pouvais pas refuser. J'avais peur de ce qui pourrait arriver à Jérôme si je ne respectais pas leur demande. Je me suis donc dirigée vers la salle où le prisonnier m'attendait. Mais en entrant, je fus surprise de voir que ce n'était pas l'homme avec qui j'avais traité la dernière fois. C'était un autre détenu, un homme plus âgé, avec des cheveux gris et des yeux qui semblaient avoir vu des décennies de violence. Il me fixait avec une intensité qui me mettait mal à l'aise, mais il ne semblait pas menaçant. « Ah, assieds-toi » dit-il d'une voix rauque. Je me suis assise en silence, les mains tremblantes. Après un moment de silence, il prit la parole. « Tu as eu affaire à Malik et son gang, n'est-ce pas ?
Je hochai la tête, incapable de parler. Il soupira et se pencha en avant, croisant les bras sur la table. « Écoute, je ne suis pas de leur côté et je ne cherche pas à te causer plus de problèmes. Mais je connais les règles ici et je sais ce que ces hommes font. Malik n'arrêtera jamais. Il a goûté à ton sacrifice et il en demandera toujours plus. Si tu continues comme ça, il finira par te détruire, toi et Jérôme. » Mon estomac se noua à ces paroles. C'était exactement ce que je craignais, ce que je savais déjà au fond de moi, mais que je n'avais jamais voulu affronter. « Que voulez-vous dire ?» ai-je réussi à articuler, ma voix à peine audible. L'homme me regarda dans les yeux, sans détour. « Ce que je veux dire, c'est que tu dois trouver un autre moyen. Malik ne respecte que la force et l'influence. Si tu veux protéger ton mari, tu dois chercher un moyen de sortir Jérôme de sa sphère de pouvoir. Il y a des gens ici qui ont de l'influence, des alliances à l'intérieur et à l'extérieur. Si tu arrives à entrer en contact avec eux, tu pourrais peut-être négocier une protection plus durable pour ton mari, sans avoir à te sacrifier à chaque fois. » Je l'écoutais attentivement, essayant de comprendre ce qu'il me suggérait. Comment je pourrais entrer en contact avec ces gens? Qui sont-ils? Il se pencha encore plus près de moi, baissant la voix. « Il y a un homme ici, Karim. Il a des contacts à l'extérieur, des gens puissants qui peuvent faire pression. C'est quelqu'un de respecté dans cette prison. Si tu réussis à négocier avec lui, il pourrait protéger Jérôme et garder Malik à distance. Mais rien n'est gratuit ici, tu devras trouver ce que Karim veut. » Je me suis sentie envahie par un mélange de peur et d'espoir. L'idée de traiter avec quelqu'un d'autre dans cet enfer me terrifiait. Mais si cela pouvait nous sortir de cette spirale de violence et d'humiliation, je devais au moins essayer. « Où puis-je trouver Karim ?» ai-je demandé, ma voix tremblante. L'homme me donna une petite note avec un numéro de cellule. « Il est ici depuis longtemps et il ne fait rien pour rien. Mais c'est ta meilleure chance. Fais attention à Malik, il se méfiera si tu commences à lui tourner le dos. » Je quittai la pièce, le cœur lourd mais résolu. C'était une lueur d'espoir, certes fragile, mais je ne pouvais pas continuer ainsi. Si je voulais sauver Jérôme et sauver ce qu'il restait de moi, je devais suivre cette piste. La visite avec Jérôme ce jour-là fut différente. Je lui en parlais en lui expliquant la situation et en lui faisant part de mon plan de rencontrer Karim. À ma surprise, il ne s'opposa pas. Au contraire, pour la première fois depuis des semaines, il sembla avoir un peu d'espoir dans ses yeux. « Peut-être que c'est notre chance, » murmura-t-il. « Fais-le. S'il peut m'aider à sortir de cette situation, je te suivrai dans tout ce que tu décideras. » Sa confiance me donna le courage qu'il me manquait. J'allais rencontrer Karim. J'allais tout faire pour sortir Jérôme de ce piège, même si cela signifiait traiter avec d'autres hommes dangereux. Quelques jours plus tard, j'ai demandé à rencontrer Karim. Le garde m'a conduit à la cellule où il se trouvait, et dès que je suis entrée, je compris que cet homme était différent. Plus âgé que les autres détenus, il avait un calme et une assurance qui imposaient le respect. Il leva les yeux vers moi, attendant que je parle. Je pris une profonde inspiration et lui expliquai la situation, lui parlant de Malik, de Jérôme et de ce que je cherchais. Karim resta silencieux, pendant un moment, m'observant attentivement. « Je sais qui tu es et ce que tu as fait pour ton mari. Malik est un chien sans honneur et je ne respecte pas ce genre d'homme. Mais je ne fais pas d'affaires gratuitement. Tu veux ma protection pour ton mari, mais qu'as-tu à offrir en échange ?» Je m'étais préparée à cette question, bien que je ne sache pas exactement ce qu'il attendait de moi. « Je n'ai pas beaucoup de ressources, mais je peux tout faire pour vous. J'ai des contacts à l'extérieur, je peux trouver ce que vous avez besoin. Dites-moi ce que vous voulez, et je m'assurerai que vous l'obteniez. » Karim hocha lentement la tête, semblant réfléchir. Après un moment, il prit la parole. « Il y a effectivement quelque chose que je pourrais utiliser. J'ai besoin de quelqu'un à l'extérieur pour faire passer un message à un contact. Si tu peux t'assurer que cela soit fait rapidement et discrètement, je pourrai garantir la sécurité de ton mari ici. Mais, sois averti, une fois que tu es impliqué dans ce genre d'affaires, il n'y a pas de retour en arrière. » Je savais que ce qu'il me proposait était dangereux, mais je n'avais pas d'autre choix. Si cela signifiait que Jérôme pouvait enfin être en sécurité, alors je devais accepter. « Je ferai tout ce qu'il faut », répondis-je, déterminée.
Karim me donna des instructions précises, un nom et un lieu où livrer le message. En sortant de la prison ce jour-là, je sentais le poids de cette nouvelle responsabilité, mais aussi une légère lueur d'espoir. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression que nous avions une véritable chance de sortir de cet enfer. Mais je savais aussi que chaque décision prise dans ce monde avait un prix. Et maintenant, tout reposait sur ma capacité à accomplir cette mission délicate sans attirer l'attention. Si vous avez aimé cette histoire de trahison, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne.